Voilà, bonjour à tous. Je suis donc là pour essayer de vous parler un petit peu de l'expérience notariale au niveau des habitats groupés. Je vais essayer de ne pas m'embarquer trop dans le vocabulaire juridique, mais le phénomène de l'habitat groupé, qui est avant tout un phénomène de type sociologique, pose en fait des questions particulières sur le plan juridique. Et c'est un phénomène qui est d'autant plus intéressant qu'outre tout le volet humain, évidemment, de ce genre de phénomène sociologique, c'est un phénomène qui, pour les juristes, oblige à revisiter certains concepts, certains mécanismes qu'ils pensaient maîtriser, et puis tout à coup, déclinés dans le contexte de l'habitat groupé, ils se rendent compte que les schémas de pensée doivent évoluer. Et c'est peut-être ce qui fait aussi que c'est pas toujours facile pour les juristes qui sont pas toujours caractérisés par leur souplesse légendaire, de pouvoir s'adapter à un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui est évidemment un phénomène croissant à l'heure actuelle. Alors, je m'étais risqué dans un article à essayer de définir l'habitat groupé. Vous savez que ça aussi, c'est un vieux réflexe juridique. Je l'avais défini et je voudrais vous redonner cette définition parce que je pense que c'est une définition qui peut m'aider à vous faire bien comprendre les concepts que je suis chargé de vous faire passer aujourd'hui. Alors je l'avais défini en m'inspirant d'ailleurs d'une définition qui figurait dans le rapport de la Fondation Rabaudouin, comme un espace de vie géographiquement circonscrit, dévolu principalement à l'habitat, alliant vie collective et vie privative, autogéré par ses habitants mais à des degrés divers, et généralement à travers la recherche permanente du consensus. Et donc, vous vous rendez compte, dès l'énoncé de cette définition, et ça a déjà été dit par M. Dubois tout à l'heure, qu'il n'y a pas un habitat groupé, mais qu'il y a des habitats groupés. C'est un phénomène qui est pluriel, et c'est peut-être ce qui effraie parfois un peu les juristes, c'est que je pense qu'avant tout, pour faire un bon travail notarial dans le cadre d'un habitat groupé, il faut prendre ce qui est la denrée la plus chère à l'heure actuelle, c'est prendre du temps et surtout être prêt à investir de l'énergie dans l'écoute. C'est le motif pour lequel, d'ailleurs, d'un point de vue méthodologique, à titre personnel, je demande généralement aux gens de mettre en forme eux-mêmes, avec leurs mots, leur charte, avant même de commencer le travail juridique stricto sensu, c'est-à-dire que, dans un premier temps, il faut bien évoquer les deux grands types de problèmes qui se posent dans l'habitat groupé, c'est-à-dire d'une part les problèmes urbanistiques, et puis d'autre part les problèmes de structuration sur le plan juridique. Est-ce qu'on part vers une copropriété? Est-ce qu'on part vers une juxtaposition de propriété individuelle avec une organisation de servitude autour? Ou est-ce qu'on part vers une personne morale de type coopérative, ASBL ou autre chose? Donc avant même d'examiner ces deux volets, le volet urbanistique dans un premier temps et le volet forme juridique dans un deuxième temps, la première chose, c'est d'abord d'écouter le groupe et d'éviter, par ce qu'on va leur dire, par l'expérience éventuellement qu'on a de l'habitat groupé, quelque part de contaminer, si je puis dire, leur projet, parce que ça doit d'abord être un mouvement spontané, et ce qui fera que l'habitat groupé va réussir ou ne réussira pas, parce que c'est toujours quand même un défi, c'est que le groupe aura appris à bien se connaître et aura fait ses maladies. Et c'est ça qui est évidemment tout à fait fondamental dans la phase préliminaire. Et c'est pour ça que ça demande au niveau notarial un gros investissement, c'est-à-dire en pratique quelques soirées en général et quelques week-ends, tout simplement parce que ce travail d'accouchement, si je puis dire, doit absolument être accompli. Alors, je termine rapidement parce que je ne suis pas sociologue avec ces considérations plutôt de type sociologique, mais je voudrais encore pointer trois caractéristiques transversales que j'ai pu dégager dans ma petite expérience d'une grosse dizaine d'habitats groupés à l'heure actuelle. Alors, la première chose, c'est en général une recherche d'un mode de fonctionnement collectif plus harmonieux. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que qui dit habitat groupé dit généralement tissu social plus fort.
on redécouvre le plaisir du lien social, et comme on redécouvre le plaisir du lien social et que justement ça n'est pas un simple immeuble à appartement, eh bien on a la volonté d'écouter chacun, mais aussi en même temps de respecter la dynamique d'un groupe, qui veut bien que si les choses doivent se faire, ben à des moments il faut avancer. Donc parfois il faut pouvoir dépasser les risques de logique individuelle, mais en même temps il faut faire en sorte que chacun soit écouté. Et vous verrez qu'au niveau juridique, ben, c'est à la fois recherche de consensus et puis ce souci de pragmatisme et de dire à certains moments, ok, maintenant on a pris le temps de la discussion, on a eu 3, 4, 5 réunions pour essayer d'arriver à une solution, on n'y est pas arrivé, à un moment donné, ben, il faut décider, et donc c'est cet équilibre-là qui, me semble-t-il, est un premier élément caractéristique. Le deuxième élément caractéristique, c'est un besoin accru de reconnaissance, et qui, à mon avis, est un élément qui est en lien étroit avec le premier, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de reconnaissance de chaque individu, mais aussi de chaque individu par rapport au groupe et du groupe lui-même. Et ce sera également intéressant sur le plan juridique de voir comment faire pour que justement cette reconnaissance d'un groupe puisse à un moment donné se matérialiser. Et puis il y a un troisième élément, et qui à mon avis est probablement l'élément caractéristique le plus définitif de ce qu'on entend par habitat groupé, c'est les aspirations égalitaires à l'intérieur du groupe. Et ça, c'est sur le plan juridique, on a déjà eu l'occasion d'en discuter tous les deux, quelque chose qui est, je trouve, tout à fait passionnant, parce qu'en fait, on est en train de redécouvrir quelque chose qu'on a oublié depuis un peu plus de 200 ans. Alors, je vous rassure, je ne veux pas vous faire l'apologie de l'Ancien Régime aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'objectif, mais qu'est-ce qu'on voit, nous, dans les habitats groupés? On voit finalement deux types de propriétés. Une forme de propriété que nous connaissons tous, et qui me paraît absolument nécessaire, sous peine d'être des doux rêveurs, c'est une forme de propriété classique individuelle qui est, je dirais, le lien de contact avec l'économie ambiante dans laquelle nous vivons. Ben oui, à un moment donné, il faut bien donner des garanties à une banque, il faut bien avoir quelque chose qui soit commercialisable, et donc forcément, on retrouve une forme de propriété individuelle classique. Mais ce qui est intéressant dans l'habitat groupé, c'est qu'à côté de cette propriété qui est classique, qui est finalement le lieu de respiration de chaque couple, de chaque habitant de l'habitat groupé, il y a tout le projet collectif et qui se matérialise sur le plan juridique par généralement une forme de propriété qui n'est plus définie dans aucun texte, que j'appelle une forme de propriété plus collective, où les gens ont véritablement des aspirations égalitaires. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent pouvoir voter de manière égalitaire sur ces espaces communs. Ils ne veulent pas que le vote soit conditionné par les quotités dans les parties communes qui sont attachées à leur lot et qui sont généralement uniquement en fonction d'un critère de valeur, non. Ils veulent pouvoir, dès lors qu'on quitte la sphère de leur habitation, de leur logement, de leur habitat propre, ils veulent avoir la possibilité là de participer à un projet collectif. Alors ça pose des problèmes au niveau du vote, ça pose aussi des problèmes lorsqu'il faut, le cas échéant, vendre, réaliser des parties communes, parce que là, de nouveau, c'est quelque part la matérialisation de cette aspiration égalitaire, c'est-à-dire que si c'est très bien de dire qu'on veut être tous à égalité, mais a priori, la loi sur la copropriété, elle n'a pas pensé à vous. Et elle n'a dit qu'a priori, la répartition dans les parties communes se faisait uniquement sur base d'un critère de valeur. Et donc, il va falloir trouver une solution juridique pratique pour résoudre cette difficulté. Alors, quelles sont finalement les solutions que l'on a pour embrasser, pour encadrer, pour traduire juridiquement un habitat groupé? Alors, il y a, je vais dire, deux grands types de solutions à mettre en place, ou plutôt de solutions qui peuvent être mises en place. D'une part, ce qu'on pourrait appeler les solutions personnes physiques, sans personnalité morale, sans société, sans ASBL. Et puis, il y a la solution type ASBL, coopérative ou autre forme de société. Je n'ai pas l'habitude de dire autre chose que ce que je pense, et je dirais tout de suite que je suis personnellement
assez réticent, pour ne pas dire autre chose, par rapport aux structurations complètes, je dis bien complet, le qualificatif est important, d'habitat groupé dans le cadre de personnes morales, c'est-à-dire dans le cadre de sociétés coopératives ou d'ASBL. Je ne dis donc pas que ces structures juridiques ne sont pas intéressantes, je dis qu'elles ne sont généralement intéressantes que comme complément à autre chose, mais pas autosuffisantes en d'autres termes, si vous me pardonnez l'expression. Alors, tout d'abord, solution sans personnalité, sans personne morale. Je vais viser deux pistes possibles. La première, c'est la juxtaposition de propriétés privatives. Concrètement, j'ai un ensemble immobilier et je n'ai pas spécialement envie de créer des parties communes. J'ai simplement envie d'organiser une vie en coexistence les uns par rapport aux autres, et dès lors qu'il n'y a pas nécessairement de partie commune au sens strict, eh bien, je décide de ne pas créer de partie commune. Éventuellement, sur les endroits où nous sommes propriétaires ensemble, je vais créer des indivisions ordinaires. C'est-à-dire qu'on aura chacun notre lot, et puis on sera propriétaire indivis de certains endroits sur le site. C'est une première solution qui, en pratique, pose des difficultés essentiellement à cause de la fragilité de l'indivision ordinaire. Vous savez que l'indivision ordinaire a une grosse fragilité, c'est que le Code civil, qui raisonne que dans une logique économique, a dit que nul n'était tenu de demeurer en indivision. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans le cadre d'une indivision ordinaire, c'est-à-dire quand on est propriétaire à plusieurs de quelque chose, n'importe qui peut demander la sortie d'indivision, c'est-à-dire la vente publique du bien. Ce qui pose des problèmes évidemment importants, problèmes qui peuvent venir de l'intérieur ou de l'extérieur. De l'intérieur parce qu'à un moment donné, il peut y avoir une dispute, pas nécessairement au sein de tout le groupe, mais éventuellement au sein même d'un couple. Et donc le danger, c'est qu'un couple ait la possibilité de fragiliser toutes les parties communes. Donc il y a un danger de l'intérieur, et puis il peut y avoir aussi un danger de l'extérieur, qui est simplement que le Code judiciaire a prévu la possibilité pour les créanciers personnels, c'est-à-dire les personnes qui ont une reconnaissance de dette à l'égard d'un des habitants, d'un des propriétaires, le Code judiciaire a prévu la possibilité, en cas de défaut de paiement d'un débiteur, de provoquer la vente publique de parties indivises. Et la vente publique, c'est évidemment quelque chose qu'on souhaite absolument éviter. C'est le motif pour lequel, très souvent dans la pratique, on écarte la solution de la juxtaposition de propriétés privatives avec éventuellement des indivisions ordinaires pour opter plutôt vers des systèmes de copropriété forcée. Alors, copropriété forcée parce que ça permet à la fois de dépasser le problème que je viens d'évoquer maintenant, puisque qui dit partie commune en copropriété forcée dit que plus personne ne peut vendre ses parties communes comme autre chose que l'accessoire de chacun des lots. En d'autres termes, je vais donner un exemple concret, si je décide de laisser subsister un parc ou un verger ou un jardin en partie commune, eh bien, je ne pourrai jamais vendre ce verger, ce parc, ce jardin comme lot individualisé. Je ne le vendrai jamais que comme un accessoire, c'est-à-dire des quotités indivises qui sont attachées au lot privatif. En d'autres termes, quand un propriétaire va décider de vendre son lot, il vendra en même temps des quotités dans une partie sur laquelle il y a des droits qui sont uniquement des droits abstraits, mais jamais la partie commune elle-même ne pourra être réalisée. Donc, la copropriété forcée me permet de dépasser la problématique des indivisions ordinaires. Elle me permet également, quelque part, de structurer la vie collective. Et nous verrons tout à l'heure qu'il y a quand même quelques limites de la loi sur la copropriété forcée.
Elle me permet aussi, parce que depuis la loi de 94, les associations de copropriétaires ont la personnalité juridique, elle me permet aussi de répondre aux besoins de reconnaissance du groupe, tout simplement parce que le groupe aura une existence un peu comme une petite ASBL. Il y aura une association de copropriétaires qui aura la personnalité juridique, qui sera titulaire du patrimoine qui permettra d'assurer le fonctionnement collectif de l'ensemble du site, sans jamais être un substitut aux propriétaires, c'est-à-dire sans jamais pouvoir se substituer aux propriétaires eux-mêmes. En d'autres termes, l'association des copropriétaires ne sera jamais propriétaire à la place des propriétaires individuels eux-mêmes, mais elle permettra de leur donner, un peu comme une accompagnante pacifique, une structure juridique qui fera en sorte que pour la gestion de ce qui est nécessaire au niveau des parties communes, eh bien, il y aura quelque chose d'organisé par la loi. Alors, on verra tout à l'heure, mais je vais essayer de ne pas être trop technique, de dire, attention, dans le cadre des habitats groupés, la loi sur la copropriété pose quelques questions qu'il faut également résoudre dans le cadre de statut d'habitat groupé. J'évacue donc maintenant les solutions que j'ai appelées les solutions en personne physique, donc soit une juxtaposition de propriété individuelle, soit la copropriété forcée, pour parler un peu du choix personne morale. Alors, essayons d'être pragmatiques. Je vous proposerai plutôt un tableau coût-avantage. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de créer une personne morale complémentaire? Je dirais que le principal avantage, pour aller directement à l'essentiel, de créer une personnalité morale complémentaire, ce n'est pour moi pas de pouvoir y intégrer l'ensemble de l'habitat groupé, mais c'est de pouvoir trouver une solution pour résoudre la question de ce que j'ai appelé tout à l'heure les aspirations égalitaires des habitants de l'habitat groupé. En d'autres termes, j'ai expliqué tout à l'heure que les droits de chacun dans une copropriété classique étaient fonction de la valeur des lots. Si certains d'entre vous ont un jour acheté un appartement, eh bien, ils ont vu que leur appartement, comparé aux autres appartements de l'immeuble, il avait des quotités qui étaient fonction de la valeur à la base de cet appartement, proportionnellement par rapport aux autres appartements du même immeuble. Donc, en d'autres termes, l'appartement du rez-de-chaussée est un grand appartement, donc on va lui donner 300 millièmes, et puis à l'étage, il y aura 4 autres petits appartements, il y en aura un qui aura 180, l'autre 160, l'autre 140, etc., jusqu'au moment où on arrive à 1000 millièmes. C'est donc des quotités qui sont fonction de la valeur des lots. Alors ça, c'est problématique dans le cadre des habitats groupés, puisque comme dans le cadre des habitats groupés, on a la volonté de pouvoir fonctionner sur une base égalitaire, si on arrive à l'Assemblée générale et qu'on veut faire un peu de droit, on va se dire, on a un problème, il y en a un qui peut voter en étant plus majoritaire que les autres, et quelque part, ça risque à un moment donné de craquer la règle du consensus. Alors, c'est à cause de cette problématique-là, qui n'est pas non plus, on va dire, insoluble, mais c'est à cause de cette problématique-là que, notamment, on a ressenti le besoin de se dire, on va faire en sorte de mettre les parties communes qui sont quelque part commercialisables, l'exemple de mon parc de tout à l'heure, l'exemple d'un atelier, l'exemple d'une crèche, l'exemple d'une salle de sport, l'exemple d'une salle de spectacle, ce sont tous des projets que j'ai pu voir dans le cadre d'habitat groupé. On va dire, voilà, plutôt que d'en faire une partie commune indissociable comme accessoire des lots individuels, ces parties communes-là qui sont commercialisables, entre guillemets, on va en faire un lot distinct. Et on va, si on a 10 lots individuels, par exemple, faire un 11e lot qui est un lot dans lequel on inclut toutes ces parties communes-là. Et ce lot 11, dans l'exemple que je viens de donner, eh bien, plutôt que de courir le risque que l'un d'entre nous, à un moment donné, un divorce ou une séparation qui se passe mal, et donc quelque part risque de provoquer la vente publique de ce lot, ou plutôt qu'à un moment donné, il y en ait un d'entre nous qui, parce qu'il a des soucis financiers, oblige tous les autres à venir, sans l'avoir nécessairement anticipé, oblige à venir à son secours rapidement,
eh bien, plutôt que de faire ça, on va le loger dans une structure juridique distincte. Alors, le problème, c'est que dans notre mode de fonctionner classique, ben, qui dit création d'une structure juridique dit coût, dit taxation, dit assujettissement à un impôt, qui est un impôt qui, dans le meilleur des cas, est l'impôt sur la personne morale quand on parle d'un SBL, dans le meilleur des cas, je dis bien, quand il s'agit de société, est d'office un impôt à l'impôt des sociétés, donc dit ben, toute une série de complications qu'on n'a pas forcément envie de devoir appréhender. Et donc, c'est le motif pour lequel, généralement, quand on décide de loger le lot numéro 11, dans mon exemple, dans une structure juridique complémentaire, eh bien, on le fait généralement quand on a un projet socio-culturel qui est suffisamment fort que pour avoir éventuellement une petite activité économique, parce que sinon, la société n'aura pas de raison d'être d'un point de vue économique. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a une autre solution, oubliez la société coopérative, pourquoi ne faites-vous pas une ASBL? Eh bien là, on retrouve le nerf de la guerre. La caractéristique des ASBL depuis la loi de 2002, c'est que ce qu'on a introduit dans le patrimoine d'une ASBL, on ne peut pas l'en retirer, si ce n'est vers un autre projet désintéressé, comparable à celui qui était poursuivi par l'ASBL. Et donc, à cause de ces contingences qui sont à la fois pour les sociétés, ben, le besoin d'avoir quand même une activité économique minimale pour qu'elle se justifie quand même un peu sur le plan financier, et dans le cadre de l'ASBL, ben, le fait que quand même le parc, l'atelier, la crèche, la salle de sport, tout ça, ça vaut quand même des sous. Parfois même, c'est carrément un bâtiment complémentaire. Et on n'a pas forcément envie, puisqu'on l'a financé à la base, on n'a pas forcément envie de le perdre de manière définitive. Et donc, on se retrouve, nous, dans un certain nombre d'habitats groupés, à se dire, OK, on a été obligé d'utiliser la loi sur la copropriété forcée pour finalement nous apporter la sécurité juridique indispensable dont on avait besoin. S'il y a un projet économique, ben, on a la solution de la société, qui peut être une coopérative ou autre chose, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon le débat va vite devenir fort technique, mais même si effectivement la coopérative présente des qualités intrinsèques, c'est un fait. Mais donc, soit on va avoir un projet économique et on va mettre en place une structure de type coopérative, soit on n'aura pas un projet économique en tant que tel et on va devoir faire un choix de vie en disant, OK, soit j'oublie définitivement ces parties communes et je les mets dans le cadre d'une ASBL, soit au contraire, ben non, quand même, si un jour je m'en vais, je voudrais quand même que le capital que j'ai mis pour financer ces parties communes, je voudrais pouvoir le récupérer. Et si je veux le récupérer, ben, il n'y a rien à faire, je ne peux pas avoir une ASBL, parce qu'une ASBL, il n'y a pas de part sociale, il n'y a pas de titre qui la représente, et donc c'est un capital qui est quelque part généreusement, mais abandonné à l'ASBL. Voilà, évidemment, tout ce que je dis mériterait bien des nuances, que je veux bien développer dans le cadre de questions particulières, mais c'est pour que vous ayez un peu, en quelques lignes, un paysage sur la problématique forme juridique des habitats groupés à l'heure actuelle. Alors, quels sont quelques points particuliers que l'on peut encore mettre en exergue et qui sont liés à la problématique copropriété. Point particulier qu'on peut mettre en exergue, c'est le fait que la loi sur la copropriété n'a pensé qu'aux propriétaires et aux titulaires de ceux qu'on appelle les droits réels. Donc les droits réels, res en latin c'est la chose, le droit réel c'est le droit qui porte directement sur une chose, donc les petits frères du droit de propriété c'est l'amphithéose, le droit de superficie, le droit d'usufruit, le droit de propriété, tout cela c'est la même catégorie. Eh bien, le Code civil, par rapport à la problématique copropriété forcée, n'a malheureusement pensé qu'à ces droits-là. Et il n'a absolument pas pensé à la situation des occupants qui ne sont pas titulaires d'un droit de propriété ou d'un petit frère du droit de propriété. Donc, dans les habitats groupés où on cherche à avoir une intégration très forte et un lien social fort, eh bien, généralement,
ce que l'on propose, c'est de mettre en place une assemblée générale qui intègre les locataires ou les occupants, mais comme la loi ne nous donne pas la possibilité de leur donner un droit de vote à part entière, avec un système de vote consultatif. Mais comme on recherche le consensus en habitat groupé, eh bien, généralement, ça ne va pas poser de difficulté. C'est-à-dire qu'on peut intégrer les autres occupants au stade de la recherche de consensus, et ce n'est que si, au bout de 1, 2, 3 assemblées, on n'est pas parvenu à trouver une solution par le canal du consensus, et ça, on peut l'écrire dans le cadre des statuts, c'est parfaitement compatible avec la loi sur la copropriété forcée, qu'à ce moment-là, les quorums qui ne sont plus des quorums d'unanimité, donc les quotités de vote à atteindre de la loi vont retrouver leur application. Donc voilà une première solution pour résoudre l'articulation et la participation des occupants qui ne sont pas titulaires d'un droit de propriété ou d'un droit analogue. Deuxième élément, ce que j'ai régulièrement rencontré aussi dans la pratique, c'est le besoin de collégialiser, si vous me pardonnez l'expression, le fonctionnement de la gestion courante. Dans le cadre de la loi sur la copropriété, on a pensé qu'au système classique du syndic. Le syndic, il est unique, donc c'est celui qu'on appelle le gérant de l'immeuble dans le jargon. Dans le cadre de la loi sur la copropriété, généralement, on souhaite démocratiser un peu tout ça et qu'il n'y ait pas un despote éclairé qui décide de tout pour les autres. Donc, pour essayer de solutionner et d'ouvrir la gestion, on doit de nouveau apporter une solution un peu spécifique dans le cadre d'habitat groupé. Et là, attention, vous ne pouvez pas simplement proclamer la règle de collégialité, vous devez l'organiser. Il y a un système qui consiste par exemple à désigner officiellement un syndic et à le doter de 2 syndics provisoires dont le mandat peut être renouvelé de manière annuelle, bisannuelle, triannuelle, peu importe. Mais comme ça, vous organisez un système de roulement, si je puis dire, dans le fonctionnement de l'habitat groupé. Troisième élément, donc je vais m'arrêter là sur ce volet-là, veuillez m'excuser, mais sinon je vais rentrer dans des considérations qui sont beaucoup trop techniques. Donc ça, c'était pour le volet, on va dire, civil des habitats groupés. Je voudrais encore dire un tout petit mot de la problématique urbanistique, c'est pour ça que j'écourte un peu mon discours. Problématique urbanistique, quelle est-elle? Nous sommes actuellement dans une situation, je vais presque dire, à faire le grand écart entre 2 périodes sur le plan juridique. Pour quel motif? Parce qu'au moment où je parle, et jusqu'au 1er septembre 2010, ce qui existe au niveau de la région wallonne, c'est le système du permis de lotir, et à côté du permis de lotir, de ce qu'on appelle le permis d'urbanisme de construction groupée. Quel est le problème qui existe et qui existera jusqu'au 1er septembre prochain, pour faire simple? C'est que lorsque je divise juridiquement, par exemple, par le biais d'un mécanisme de vente, donc moi le propriétaire, je décide de diviser juridiquement mon ensemble immobilier, c'est-à-dire toute la propriété, même s'il y a plusieurs numéros cadastrales, dont je suis titulaire, en plusieurs lots, dont au moins 2 lots. D'accord? Et lorsque dans ces 2 lots, il y a plus d'un lot non bâti qui est destiné à accueillir une habitation privée, eh bien, je dois, avant de pouvoir diviser, en principe, demander un permis de lotir. Donc on va leur dire calmement, quand je suis titulaire d'un ensemble immobilier, j'ai un terrain d'1 hectare avec 3 parcelles cadastrales. Les parcelles cadastrales, on s'en moque. J'ai donc un ensemble immobilier d'1 hectare. Je décide en qualité de propriétaire de vendre et donc de diviser à différents acquéreurs mon entité unique en différents lots. Si naissent au moins 2 lots non bâtis à l'occasion de la division de cet ensemble immobilier, dont un seul est destiné à accueillir une habitation privée, eh bien, dès qu'il y a 2 lots non bâtis, au moment où je vends,
il faut en principe un permis de lotir. Le problème du permis de lotir, c'est que dans la tête de l'administration, permis de lotir, c'est à la fois autoriser la division sur le plan urbanistique, mais c'est aussi fixer le cadre réglementaire dans lequel on va pouvoir construire. Mais pour l'autorité urbanistique, permis de lotir revient à dire, voilà, vous avez votre bon, chacun des acquéreurs de lot, pour pouvoir recevoir votre permis de bâtir, votre permis d'urbanisme pour votre habitation individuelle. Et ça, l'autorité publique n'aime pas dans la pratique. Pourquoi elle n'aime pas? Parce que ça ne lui donne pas, au moment où elle donne l'autorisation de diviser, ça ne lui donne pas une vue architecturale d'ensemble de ce que va devenir cet ensemble immobilier. Et comme elle est obligée quelque part de délivrer un bon pour permis sans savoir ce que ça va devenir, eh bien dans la pratique, elle fixe des conditions qui sont relativement lourdes et qui empêchent nos bons architectes en matière d'habitat groupé de faire un vrai travail créatif, un vrai travail qui correspond au projet personnel que l'on a imaginé ensemble et qui nous colle à la peau par rapport à nos rêves. Pour ce motif-là, et je viens de vous résumer en 3 minutes un article de doctrine de 100 pages, eh bien, pour ce problème-là, on fait tout dans la pratique pour éviter les permis de lotir. Et on est obligé, pour éviter ce problème-là, de faire toute une gymnastique intellectuelle, pour qu'au moment où les premières ventes interviennent, tous les lots, sauf un, puisque la loi nous donne une marge de manœuvre sur un lot, soient déjà considérés comme bâtis au sens de la réglementation sur les permis de lotir, c'est-à-dire, pour faire simple, et on pourrait rentrer dans les nuances, mais qui est au moins un gros œuvre qui soit réalisé sur ce lot. Ça, c'est la problématique urbanistique actuelle. Alors, comment faire quand je suis moi propriétaire et que j'ai des acquéreurs qui sont en face de moi quand je leur vends un terrain non bâti pour éviter le permis de lotir? Eh bien, le notaire doit faire preuve de créativité et mettre en place une solution juridique qui va permettre aux acquéreurs de lots de commencer leur construction, de déjà affecter en hypothèque les lots qui leur sont promis, mais ils devront attendre, avant de pouvoir réaliser les ventes, que tous les lots, sauf un, soient déjà érigés. Et pour faire ça, ça marche, c'est correct sur le plan juridique. On a eu l'occasion, notamment dans un dossier ou l'autre, avec la banque Triodos ou d'autres, de faire des notes techniques sur le sujet pour expliquer pourquoi tout cela était compatible avec la jurisprudence du Conseil d'État en matière de permis de lotir. Mais c'est un débat qui nous empoisonne véritablement la vie dans la pratique. Alors, qu'est-ce qui va changer à partir du 1er septembre 2010? Eh bien, il va changer que le permis de lotir disparaît. Il est remplacé par un autre truc qu'on appelle le permis d'urbanisation, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, parce qu'il ne nous intéresse pas dans le cadre, ou en tout cas très peu dans le cadre des habitats groupés. Par contre, il y a dans le nouveau dispositif quelque chose qui est fort intéressant, qui est une exception. Si certains sont fétichistes, je peux vous donner le numéro de l'article, ce sera l'article 90, cinquièmement du texte, tel qu'il entrera en vigueur au 1er septembre 2010. Et ce texte dit quoi? Il dit que lorsqu'il y a 2/3 des lots qui sont vendus sur plan, le permis qui remplace le permis de lotir, c'est-à-dire le permis d'urbanisation, ne sera pas obligatoire. En d'autres termes, quand j'aurai trouvé un terrain non bâti, que j'aurai des acquéreurs dans mon projet d'habitat groupé pour 2/3 des lots, et que j'aurais pu passer une convention avec le propriétaire dans lequel lui s'engage à nous vendre l'ensemble immobilier, si j'ai signé ma convention et que je peux engager mon architecte pour qu'il dépose un permis et qu'on ait déjà un projet d'habitat groupé avec un permis d'urbanisme de construction groupé, eh bien quand j'aurai 2/3 d'amateurs sur ces lots, je pourrai éviter l'ancienne problématique. Donc je vais le redire encore autrement. D'un point de vue chronologique, lorsque j'aurai trouvé le terrain, que j'aurai pu
bloquer le terrain de mon vendeur, que j'aurai au moins 2/3 d'acquéreurs de l'ensemble des lots futurs qui seront créés sur le site, et que mon architecte aura obtenu le permis d'urbanisme de construction groupée, alors je pourrai réaliser la vente sans plus me poser la question du permis de lotir et sans plus obliger les gens à devoir d'abord construire sur le terrain d'autrui avant que les ventes ne puissent intervenir. Et ça, je sais que ce n'est pas très sexy comme discours ce que je suis en train de vous raconter, mais croyez bien que dans la pratique, même si la réforme que je viens d'évoquer pose un certain nombre de questions techniques, c'est une très bonne nouvelle dans les dossiers d'habitat groupé. Absolument pas, puisque malgré, vous savez que cette exception de vente de 2/3 des lots sur plan a été introduite tardivement dans les travaux préparatoires de la réforme de ce qu'on appelle dans le jargon le RESA-TER, c'est-à-dire la dernière réforme en matière d'urbanisme entrée en vigueur le 12 juin 2009. Et dans le cadre du texte qui a été rédigé, on vise uniquement les ventes sur plan, pas nécessairement les ventes sur plan soumises à l'application de la loi Brel. Donc tout type de vente sur plan peut bénéficier de l'exception des 2/3, et je vous avoue que pour moi c'est une excellente nouvelle dans le cadre des habitats groupés. Ça veut dire que cette exception ne peut pas fonctionner que pour les promoteurs immobiliers. Alors, intellectuellement, la réponse est oui. Pratiquement, la réponse est non. Alors, intellectuellement, la réponse est oui, parce qu'on pourrait parfaitement imaginer de recourir, je ne sais pas si vous êtes juriste ou pas, mais on pourrait recourir à des droits réels démembrés, j'ai déjà prononcé ce mot barbare tout à l'heure, donc on pourrait recourir à des droits qui permettent de dissocier la propriété du fonds ou la propriété de la construction existante et de ce qu'on va y faire après. Quels sont ces droits? Essentiellement, s'il s'agit de transformation, on pensera plutôt à de l'usufruit, et s'il s'agit de nouvelles constructions, on va plutôt penser à des mécanismes articulés sur des amphithéoses et des superficies. Vous connaissez peut-être la problématique des droits réels démembrés. Au niveau fiscal, je ne vais pas trop rentrer dans le débat, mais je pense donc que ce serait une solution de court terme. De court terme, sauf dans des cas tout à fait particuliers. Je m'explique. Pourquoi est-ce que ce serait une solution de court terme, sauf dans des cas tout à fait particuliers? Parce que l'immense majorité des cas sont des situations où les gens, même s'ils sont prêts à faire, même s'ils sont enthousiastes plutôt pour se lancer dans un projet d'habitat groupé, vont avoir besoin de financement. Et qui dit financement dit nécessité d'acquérir quelque chose d'aisément commercialisable, si ça va mal. Et donc, lorsqu'on utilise des mécanismes de type amphithéose ou superficie qui dissocient la propriété du fond, du terrain, et la propriété de ce qui est au-dessus, ben, on a de réelles difficultés si le propriétaire du terrain n'accepte pas de consentir une inscription hypothécaire sur son fonds, alors qu'a priori ce n'est pas lui qui réalise le projet qui se trouve au-dessus du fonds. Donc ce sera généralement un obstacle dirimant. Il y en a d'autres, mais ce sera le principal obstacle. Maintenant, c'est vrai que vous avez raison, le droit d'amphithéose par exemple est constitué à 0,2%, au même titre que le droit de superficie, et il permet, pour principe, de nouveau on peut beaucoup discuter autour de tout ça, mais je vais vraiment à l'essentiel, et il permet de faire une économie substantielle en termes de droit d'enregistrement. Mais on aura généralement un problème à la fois lié à l'absence de prise d'inscription hypothécaire sur le fonds, et donc un problème en termes de garantie, et vous aurez généralement un deuxième problème, c'est que tous ces droits réels qui portent sur ce qui se trouve au-dessus du sol, c'est-à-dire droit d'amphithéose et droit de superficie, ont une autre caractéristique, c'est qu'ils sont limités dans le temps. Et comme ils sont limités dans le temps, eh bien, pour le droit de superficie, c'est 50 ans, pour le droit de l'amphithéose, c'est 99 ans, mais ça ne correspond pas nécessairement au ressenti et à ce que les gens souhaitent, parce que la majorité des Belges ont une habitation.
Et ce sera tout leur projet de vie et tout leur argent qu'ils vont mettre dans ce projet d'habitation. Alors je sais que des villes entières comme celle sur laquelle nous sommes assis aujourd'hui fonctionnent sur un schéma de droit d'amphithéose, mais vous savez aussi que c'est pour des raisons historiques, juridiques tout à fait spécifiques, puisque dans le cadre de l'arrêté d'expropriation qui a présidé à la création de Louvain-la-Neuve, il était dit que le bénéficiaire de l'expropriation, l'université, ne pouvait pas se dessaisir du droit de propriété. Et c'est pour ça qu'à l'origine, on a utilisé le droit d'amphithéose. Et on a introduit dans les actes de base de tout Louvain-la-Neuve, et puis je ferme la parenthèse, un mécanisme de prolongation qui permet d'aller au-delà des 99 ans et qui pose plein de questions sur le plan juridique. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je ne suis pas ici pour créer une révolution dans Louvain-la-Neuve aujourd'hui, mais c'est pour dire que voilà, ce n'est pas la voie nécessairement de la simplicité. Bon. En même temps, ça a déjà été justement défriché au niveau bancaire pour les financements, etc. Je finance régulièrement des achats sur Louvain-la-Neuve, donc c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Alors, c'est quelque chose qui pourrait... Attendez, si je peux me permettre. La demande pour les habitats groupés est beaucoup plus importante que l'offre. Et l'offre, elle va très souvent s'orienter vers des projets de promotion classiques, alors que si les propriétaires pouvaient trouver des voies juridiques de faciliter le passage de leur terrain de façon privilégiée vers des formules d'habitat groupé, ça pourrait devenir beaucoup plus courant. Très honnêtement, je ne suis pas du tout certain de ça. C'est pas complètement ce que je vis dans la pratique. Pour l'instant, ce qui fait aussi le succès, me semble-t-il, de l'habitat groupé, et là je suis vraiment très rateur, c'est le fait que les habitats groupés, parce qu'ils ne se situent pas pleinement dans une logique économique traditionnelle, savent mobiliser une énergie pour réhabiliter des sites dont personne ne veut. Et le vrai phénomène, le vrai succès de l'habitat groupé, pour moi, je suis désolé pour les promoteurs qui aimeraient bien le faire revenir dans des cases plus classiques, mais c'est d'abord aussi une opportunité économique. Et des opportunités économiques, en région wallonne en tout cas, il y en a des dizaines. Et pour être aux premières loges de par ma profession, je peux vous dire que j'ai à l'heure actuelle pratiquement toutes les semaines au moins un dossier où je me dis tiens, ce site-ci pourrait convenir pour un habitat groupé. Donc je ne suis pas complètement sûr que les propriétaires cherchent à diminuer ou en tout cas à trouver des solutions juridiques pour valoriser sans paiement de droits d'enregistrement à 12,5% leur site, mais je voulais juste terminer ce que je vous disais à propos des droits réels démembrés en disant que je pense par contre qu'il y a un autre acteur de la société qui se tait dans toutes les langues pour l'instant et qui ferait bien de réfléchir un petit peu à la problématique du recours à l'amphithéose, ce sont les pouvoirs publics qui ont des propriétés importantes, notamment dans les communes, dans les provinces, dans les CPAS, et qui ont parfois des bâtiments qui partent à rien et qui pourraient parfaitement être réhabilités dans le cadre de structures de type droit d'amphithéose, où là, on n'est plus dans une logique traditionnelle du vendeur, si vous me pardonnez l'expression, mais on est dans une logique qui est à la fois d'accueillir de nouveaux habitants dans une commune, par exemple, ou sur un territoire donné, et en même temps d'encourager un phénomène qui, d'un point de vue sociologique, me paraît quelque chose d'excellent pour la société actuelle qui souffre furieusement d'individualisme. Je ne veux pas sortir et entrer dans des considérations trop générales type tarte à la crème, mais là, je crois véritablement qu'il y a quelque chose. J'ai d'ailleurs déjà eu des demandes de consultation de groupes qui disaient « mais on est en train de parlementer avec des communes pour voir s'ils ne peuvent pas mettre des terrains à notre disposition ». Et là, ben, c'est clair que la solution type Louvain-la-Neuve redevient, à mon avis, pleinement légitime. Voilà. Je veux d'abord faire une réserve de principe fondamentale qui est que le respect élémentaire quand on contredit quelqu'un, c'est de l'avoir entendu. Donc j'ai un vrai problème par rapport à ça, je ne l'ai pas écouté, j'ai donc pas pu entendre le développement de ses arguments, je ne vais donc pas répondre à ce qu'il a dit ce matin, mais je vais vous donner mon sentiment indépendamment du discours que vous avez entendu ce matin sur le sujet. Alors, j'ai fait dans un article un tableau avec 2 colonnes, avantages et inconvénients, de nouveau pour essayer d'être pragmatique. Quels sont les avantages? Je vais lire ma note. 1. Le fait d'avoir une structure juridique unique, ben, c'est un mode d'acquisition extrêmement intéressant,
notamment pour résoudre toute la problématique des locaux communs, où j'ai expliqué qu'il y avait une aspiration égalitaire forte. Donc ça, c'est le premier avantage. 2, la structure coopérative notamment, comme d'autres structures, permettent de structurer jusque dans le détail le processus de décision et le processus de représentation par rapport à ce qui fait l'essence de l'habitat groupé, c'est-à-dire le projet socio-culturel éventuellement économique qui est derrière. Oui. Je pense que ça, c'était vraiment le point fort auquel Maître Brulard s'attachait. Oui, donc je dis bien, mais la structuration de la décision, je l'ai aussi dans le cadre de la copropriété forcée, où je n'ai pas cette personnalité juridique, puisque dans le cadre de la copropriété forcée, je sais qu'intellectuellement c'est un peu compliqué, mais chaque propriétaire est lui-même propriétaire des parties communes à hauteur des quotités qui sont attachées à son lot. Donc chaque propriétaire est bien propriétaire des parties communes lui-même, sans transition par quelqu'un d'autre, à hauteur des quotités. Mais ce que la loi sur la copropriété dit, c'est que pour faciliter le processus de décision sur les parties communes, c'est un organe créé par la loi qui est l'Assemblée générale des copropriétaires qui décide. Et il y a un administrateur, puisqu'il y a un syndic. Et j'ai expliqué tout à l'heure qu'on pouvait collégialiser le processus de décision en étant créatif dans la rédaction des statuts. Et je peux vous dire que ça marche, parce qu'il y a certains habitats groupés que j'ai croisés aujourd'hui qui fonctionnent déjà comme ça. Voilà. Troisième élément positif, c'est les mécanismes de contrôle de crise. Alors les mécanismes de contrôle de crise, notamment, il y a, je dirais, 4 éléments qui me paraissent intéressants. Là, je suis désolé, je deviens technique, mais je réponds à une question juridique. Donc, 1, la possibilité d'exclure quelqu'un pour juste motif, sans passer par les tribunaux. Il y a dans la coopérative, organisée par la loi, un mode d'exclusion non judiciaire d'un associé. Mais ça suppose qu'on ait vachement bien réfléchi à la problématique au départ. 2, l'insaisissabilité des parts. Alors, quand on me dit ça, on me dit oui, mais qui dit insaisissabilité des parts dit c'est impossible, ça n'ira jamais avec le banquier. Attendez, il faut un peu nuancer le propos. Ce que dit la loi en matière de coopérative, c'est qu'en réalité, on ne sait pas saisir les parts elles-mêmes, c'est-à-dire que, comme je pourrais faire dans le cadre d'une SA ou d'une SPRL, je ne peux pas provoquer une saisie et aller faire vendre en vente publique à tout qui veut les parts d'une société coopérative. Alors qu'en cas d'SPRL ou de SA, même si ça ne se fait pas souvent, moi j'ai rarement des ventes publiques où on vend des actions de société, mais le huissier de justice pourrait, en théorie, faire vendre ou généralement il va provoquer la dissolution des sociétés en question. Et bien dans le cadre de la coopérative, ça n'existe pas, mais ce que dit la loi, c'est que dans l'hypothèse où il y a saisie de parts sociales, automatiquement les parts se convertissent en un droit de créance contre la société. Ça veut dire que, malgré tout, la société va devoir sortir une somme équivalente à la valeur des parts de la coopérative. Et si vous avez poussé le raisonnement loin, parce que j'ai essayé de le faire modestement quand je me suis posé le problème, je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on modalise les règles de valorisation des parts pour faire en sorte d'optimaliser la situation, notamment en cas d'attaque d'un créancier? Et je suis arrivé à la réponse que non. Concrètement, juridiquement, ça ne tient pas la route. Il y a moyen de faire sauter le verrou des statuts en 2 coups de cuillère à peau. Donc ça ne me va pas non plus. Donc c'est un avantage qui est joli à entendre, mais qui ne me paraît pas être réel sur le terrain. Troisièmement, c'est la problématique de l'incessibilité des parts. Alors ça, ok, c'est vouloir filtrer l'entrée et la sortie. On ne veut pas avoir n'importe qui entre dans l'habitat groupé, mais ça c'est quelque chose que je sais parfaitement organiser en dehors de la coopérative. Je sais travailler avec des droits de préférence, droits de préemption, je sais travailler avec des options d'achat, qui jouent du vivant, qui jouent au bénéfice d'une structure de type coopérative, mais alors complémentaire. Hein. Dans un des habitats groupés, oui, il y en a, j'en ai vu une de cet habitat groupé-là qui est là aujourd'hui, ben, on a une coopérative, mais qui est propriétaire des parties communes, et on lui a donné à cette coopérative un mécanisme d'option d'achat. En se disant, oulala, si un jour ça barre dans le cadre d'un couple, et on l'a vécu dans cet habitat groupé,
ben, il faut qu'on ait un moyen de pression, si jamais un des avocats des parties, dans le cadre d'un divorce qui se passerait mal, dire « je vais provoquer la vente publique du bien », il faut qu'on puisse dire « attendez, si jamais vous allez jusque-là, nous, on déclenche notre option, parce qu'on n'a pas envie d'avoir n'importe qui rentre dans le groupe. » Mais ça, je sais le faire en dehors de la coopérative. Donc, enfin, je pourrais continuer, mais chaque fois que je gratte, je me dis, ben, ok, alors on va venir aux inconvénients après. Alors, c'est vrai que la coopérative a une image positive dans le public, il faut dire ce qui est, c'est un côté fun, sexy. Il y a une pratique dans le cadre des coopératives du règlement d'ordre intérieur, et il y a la possibilité d'intégrer des projets de service dans l'objet social. On pourrait même peut-être réfléchir à une coopérative à finalité sociale. Je ne vois pas d'incompatibilité de principe, bon, qui bénéficie d'un statut fiscal avantageux, etc. Bon. Mais il y a des inconvénients. Alors, les inconvénients, c'est les coûts fixes à la constitution de la société, les coûts récurrents. Même si je tiens la comptabilité moi-même, ben, grosso modo, je ne vais pas m'en sortir en dessous de 1000 € à peu près par an, simplement de frais de fonctionnement. Parce qu'il faut au moins avoir un programme comptable, faire la publication, déposer les comptes, etc. Il y a le coût prohibitif au niveau de la dissolution. Si un jour vraiment ça barde, et qu'on n'en sort pas, et qu'on n'a pas de solution de reprise, ben, quand on sort un patrimoine immobilier d'une société, ceci devient fort technique, mais je vais avoir plusieurs taxations. Je vais avoir la taxation sur ce qu'on appelle la plus-value. Donc la plus-value, c'est quoi? Ce sera la différence entre la valeur comptable après amortissement et la valeur de réalisation, c'est-à-dire la valeur de vente du bien. Tout ça va être taxé à l'impôt des sociétés. J'aurai le boni de liquidation. Donc l'impôt des sociétés, c'est... Il peut y avoir éventuellement un taux réduit, mais... il y a des conditions à respecter, mais a priori c'est à peu près 33%. Bon, j'aurai le boni de liquidation, 10%. Puis j'aurai les droits d'enregistrement. Et là, je vais les payer, 12,5%. Si c'est une coopérative, c'est 12,5% d'office. Si c'est une SPRL, c'est 1%. D'accord? Donc ça veut dire que la sortie devient quasiment impossible. Ou en tout cas, un gros frais. Troisième élément, c'est le financement du rachat des parts. Le financement du rachat des parts. Tout le droit belge, malheureusement, la fiscalité du crédit au niveau des sociétés décourage comment dirais-je, le financement de parts de société. En pratique, quand, dans le cadre d'une famille, un enfant doit racheter ses parts aux autres, eh bien, si je veux que les intérêts de l'emprunt soient déductibles, je suis obligé de créer une autre société pour le rachat des parts. D'accord? Donc, ça veut dire que soit mes nouveaux entrants, ils ont du cash disponible, soit pour structurer les garanties, ça ne va vraiment pas être évident. Donc, j'ai un problème des garanties qui peuvent être données, j'ai un problème de fiscalité pure. Et puis, c'est une société. Et une société, si elle n'a pas d'activité économique, c'est-à-dire si, de par son activité, elle ne génère pas du cash, il va falloir la renflouer, il va falloir la recapitaliser. Et donc, on risque de se retrouver avec une structure qui a été mise en place, mais avec l'amortissement simplement et avec les frais qui sont inhérents au fonctionnement, qui va de plus en plus avoir une situation financière qui, sur papier, même si dans les faits tout va bien, s'enfonce. Et donc, à un moment donné, on doit la recapitaliser, ou on doit réévaluer la valeur des immeubles. Qui dit expression de plus-value en fiscalité des sociétés, si ce n'est pas compensé par des pertes fiscales, ça devient vraiment très technique, je m'en excuse, mais si ce n'est pas compensé par des pertes fiscales déductibles, et s'il y a un changement d'actionnariat important dans le cadre de la société, les pertes fiscales ne seront plus déductibles, il va y avoir un problème. Donc, je veux dire, ça me pose, j'ai beau me creuser les méninges, mais à chaque fois je me dis, là, on est en train de mettre en place une machine de guerre qui finalement me paraît, selon mon analyse, non appropriée, non proportionnée à ce que l'on souhaite.
il n'y a qu'une solution partielle, mais il n'y a pas de solution définitive. C'est-à-dire que la loi a prévu la possibilité d'introduire ce qu'on appelle, j'en ai déjà fait rire avec ça, mais des clauses de limitation de puissance votale. Désolé, hein, c'est le jargon. Donc ça veut dire la possibilité de limiter la position dominante d'un copropriétaire, mais seulement dans une certaine limite. Et donc, je ne peux pas empêcher définitivement un propriétaire qui aurait beaucoup de lots d'être en situation, on va dire, de majorité par rapport aux autres, ou qui aurait beaucoup de lots, qui aurait un lot bien plus gros que les autres. Je ne peux pas l'empêcher définitivement. Je peux lui empêcher de voter pour plus que la majorité, mais ça veut dire qu'alors, on casse le consensus parce qu'on entre dans une logique de rapport de force. Et ça, à mon sens, c'est, s'il avait fallu une intervention législative, puisque la loi sur la copropriété nouvelle était censée être votée mardi prochain avant que le gouvernement ne se casse la figure, ou se casse peut-être la figure, mais c'eût été de se faire sauter ce verrou-là. C'était de faire en sorte de pouvoir introduire des clauses de limitation de puissance votale de manière telle que même un qui aurait beaucoup de droits ne puisse écraser les autres dans le pouvoir de décision. Et introduire ce type de clause aurait permis de régler le problème à la sortie, parce que le jour où je vendais, je récupérais, et où on vendait les parties communes, je récupérais la quote-part de prix équivalente aux quotités qui sont attachées à mon lot. Donc je crois vraiment que la solution, c'est ça, c'est de résoudre le problème dans la loi. Là, il faut une intervention législative. C'est le seul point qui, à mon avis, est vraiment embêtant actuellement. Ce serait illégal de prévoir des quotités qui ne seraient pas en rapport avec la valeur des biens. C'est illégal parce que la loi, au niveau de la fixation des quotes-parts, et si ça vous intéresse, j'ai écrit un article sur ce sujet-là en particulier, n'a pas donné la possibilité de faire autrement. Et la nouvelle loi ne solutionnera malheureusement, si elle est finalement votée, pas complètement le problème.